Salut à tous, je vous propose le 12e épisode de la série avec Gazprom sur Pro Cycling Manager 2021. Ici je vais vous proposer quelques courses d'un jour, quelques classiques, puis un Paris-Nice de la communauté. C'est celui que vous pouvez trouver sous le point LCEG dans certaines databases et qui est plutôt amusant je trouve. On verra ça tout à l'heure à partir de 20-22e minute de cette vidéo. On ne tarde pas à démarrer tout de suite avec le Omloop Het Nieuwsblad. Donc avec une équipe qu'on retrouvera un petit peu plus tard dans cette saison autour de Lutsenko, mais aussi surtout de Moscon, avec Michael Gogel aussi, un coureur très important de cette équipe-là. C'est ma team classique un peu, si vous voulez. Le champion du monde, Alexei Lutsenko, va-t-il subir la malédiction des années, vous savez, post-conquête de l'arc-en-ciel, ou va-t-il claquer déjà dès cet épisode? Écoutez, ce qu'on verra à la fois sur l'Omloop, peut-être sur les Strade Bianche, c'est tout le mal que je lui souhaite. Le plateau est joli. Je trouve que depuis la version 1.0.4.2, même si entre-temps on est passé à la 0.5.2, il y a une vraie amélioration de beaucoup de choses. Et cette saison, elle démarre sous les meilleurs auspices, surtout au niveau de la manière dont le jeu se comporte. Ce qu'on communément a tendance à appeler l'IA, les rosters de l'IA, la planification de l'IA, etc. Chose dont on a suffisamment parlé par le passé pour dire que elles sont nettement améliorées là, et que quand ça va pas, on le dit, mais quand ça va, honnêtement, il faut aussi le dire. Je trouve qu'on a maintenant une version, on me dirait, je vous parle, le 22 octobre, on a une version vraiment bien meilleure de PCM, près de 5 mois après sa sortie. Un petit peu moins de 5 mois. Donc, dans cette course, les hostilités se sont un petit peu lancées. Vous voyez, reste une trentaine de kilomètres. Le juge de paix risque d'être cet enchaînement sur le mur de Grammont et avec derrière le Bosberg. Donc on le sait bien. Wout van Aert est là, par exemple. On le regarde de près. Tige Benoot, c'est son équipier. Ben oui, il faut aussi se faire à l'idée que Jasper Stuyven a également été recruté par la team Jumbo-Visma. Donc on ne peut pas dire que Jumbo-Visma va laisser Van Aert tout seul. C'est le moins qu'on puisse dire. Il est quand même bien entouré, bien mieux en tout cas qu'en début de partie. Allez, on est dans le mur. Et on joue un peu de l'effort curseur pour essayer de s'accrocher. Il y a aussi Anthony Turgis, qui fait partie des coureurs sur lesquels on peut essayer de s'aligner. Gianni Moscon en forme 0 paraît quand même être notre meilleure chance du jour, car le Bosberg ici, regardez, va peut-être faire une vraie différence. Turgis, Sénéchal, Peter Sagan, vous avez comme ça quelques très très bons coureur. Florian Sénéchal a de vraies chances, il s'est bien développé là, on est en troisième saison. Allez, attention, accélération. Ici ça peut faire très très mal en fait, si on n'a pas une note en pavé, on va dire raisonnable. Et l'accélération ici, heureusement, n'est pas quand même non plus trop violente, elle permet toutefois à 1 plus 4 hommes, ça va se regrouper dans pas longtemps, regardez, Florian Sénéchal va être repris. Mais il y a déjà 4 battus derrière dans le groupe Lutsenko. Repris, c'est pas forcément si évident que cela, parce que Sénéchal a quand même tendance à bien tenir le coup. En tout cas, voilà. Il y a 5 hommes à ce stade-là pour la victoire. Hofstetter, Haller, Turgis semble peut-être écarté. Lutsenko également. Moi, je prends évidemment la roue, je garde la roue de Van Aert. On a en plus Tige Benoot qui bosse pour lui. Donc il a la pancarte, et je pense qu'au sprint, on est totalement aligné en fait par Wout van Aert. Il faut donc tenter quelque chose ici avec Gianni Moscon qui sort, et évidemment, Benoot va faire un super boulot pour reprendre l'initiative de l'ami Moscon, et derrière, ça va se régler au sprint par évidemment Van Aert, du très très grand Sénéchal, puisqu'il a non seulement résisté, mais en plus derrière, il a été capable de sprinter pour faire 2. Van Aert dans un fauteuil, on a presque envie de dire, emmené par
Bah oui, quand même, Benoît, c'est pas vilain hein, comme équipier sur ce type de course, avec cette notation-là, sur cette database. Avouons que c'est pas vilain. Voilà, donc ben très bien. Le verdict de cette première Flandrienne de l'année a été clair. Van Aert, 1, reste du monde, 0. Et nous, on fait partie du reste du monde si on arrive à en prendre une. En fait, Omloop, peut-être, est dans une catégorie de type GPE3 pour ce qui est de la stratégie de course, de l'issue d'une telle course. On verra juste après Kuurne, qui pour moi est plus dans la catégorie 3 jours de Bruges-la-Panne ou à la limite Gand-Wevelgem. C'est-à-dire qu'on va éventuellement pouvoir le jouer avec un sprinter. On emmènera Péchec. Mais en attendant, petite distraction que cette classique de la Drôme, sur laquelle je vous avoue que j'ai emmené une équipe dépourvue de mes principaux leaders, mais pour autant pas mauvaise. Hein, parce que le petit Biryukov est loin d'être vilain. Et Alessandro Covi est aussi très très intéressant. Après, ils ne sont pas gâtés par les formes du jour. Le plateau est joli. On a notamment la présence de Matej Mohoric. On a également Tadej Pogačar. On a Warren Barguil ici qui s'échappe du groupe Biryukov-Covi qui va comme ça s'avouer vaincu à moins d'une quinzaine de kilomètres de l'arrivée. Devant, Quinn Simmons est contré ici par Tadej Pogačar. Ouais, il y a du monde. Hein. Simmons, par exemple, Quinn Simmons, l'ancien coureur, ancien dans la partie, de Trek Segafredo, s'est bien développé. Il est désormais un puncher plutôt sympathique. On a Miguel Angel Lopez. Faut pas oublier, c'est qu'il est à Groupama FDJ. Ça me fait toujours délirer en fait quand je vois Lopez à la Groupama FDJ. C'est quelque chose toujours qui m'interpelle. Warren Barguil, regardez, va sortir comme ça aux 5 km pour ensuite s'imposer en solitaire. Derrière, c'est Lucas Hamilton qui va faire 2, 3 Lopez. Et nous, en fait, on n'a pas forcément démérité, mais on n'était pas du tout au diapason de ces tout meilleurs coureurs-là. Ça fait 2 fois que Warren Barguil ici s'impose en France sur une classique. Dite entre guillemets mineure, mais bon, elle est quand même jolie. Et puis il y avait un beau plateau, puisque je crois qu'un mois plus tôt, il s'était imposé sur le Grand Prix cycliste de la Marseillaise. Et donc voilà, c'est 2 fois que Barguil en version Team Bahreïn Victorious claque une victoire, qui quand même non plus pas donnée. Hein. Honnêtement, il est bon le Warren Barguil de cette saison-là. Et donc voilà, le lendemain d'Omloop, c'est Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Et là, par contre, j'aligne Simon Péchec, qui est le sprinter attitré de l'équipe. Regardez, pour autant, les favoris annoncés ne sont pas forcément tous des sprinters. Oui, Alexander Kristoff et Michael Matthews, ok. Mais il y a aussi des Flandriens qui sont considérés par le jeu comme possédant de vraies chances ici de s'imposer. Alors, elle n'est pas World Tour. Pour moi, elle a un prestige. Kuurne-Bruxelles-Kuurne a quand même un prestige certain. C'est une classique qu'on aime, moi, que j'adore disputer. Ce variant-là est un variant lambda, hein, très, très proche de ce qu'on a pu connaître cette année, par exemple, 2021. Et honnêtement, course très intéressante. Vous allez voir qu'on va passer les monts pavés du milieu de course, ou les monts tout court d'ailleurs, sans trop d'encombre, mais par contre il y a un vrai tri qui va se faire. Là, le peloton est certes encore dépeuplé et simplement à 50 éléments, alors qu'on avait vu auparavant 150, 10 km plus tôt, donc vous voyez, c'est ici vraiment que c'est en train de se jouer à 60-70 bornes de l'arrivée, commence vraiment à se détacher. Il y a plusieurs cartes, et ça, c'est quelque chose qui me sert d'entraînement avant Gand-Wevelgem. Principal objectif pour Péchec, hormis l'éventuel Milan-San Remo si on arrive à arriver au sprint. Et aussi avant les 3 jours de Bruges-la-Panne qui servira de dernier galop d'essai pour le sprinter tchèque. Et là, quelle école? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tente d'emballer la course dans les derniers 30 bornes avec des départs comme ça d'hommes très très forts,
type Moscon ou voire Lutsenko, hein, qui peut allumer une mèche aussi pour une contre-attaque ensuite victorieuse de Moscon, ou est-ce qu'on emmène très sagement jusqu'au sprint et on essaie de mettre Péchek sur orbite. Donc ça, c'est vraiment le dilemme qu'il y aura à chaque fois. Donc c'est plutôt intéressant. J'ai des problèmes de riche en fait. Il vaut mieux ça qu'avoir une seule carte en fait. Et des fois, finalement, est-ce qu'il vaut mieux pas avoir une seule carte comme ça, on s'y tient, et on la joue super sérieusement et on n'est pas ballotté entre deux possibilités. Toujours est-il, regardez que sur une accélération ici à 11 km de l'arrivée, il va se produire quelque chose, c'est que je vais tenter quand même d'allumer une mèche avec Moscon. On va tenter d'y aller, ça me travaille, quand même envie de voir. L'idée étant aussi d'épuiser le reste du groupe de tête comme ça, en se disant que si Péchek revient, Péchek peut régler tout ça. Oui, mais sauf que, en fait, ça va se jouer entre les hommes de tête. Alors on tente ici d'allumer une mèche totalement désespérée avec Lutsenko, en espérant que Gianni Moscon va récupérer le travail effectué par le Kazakh pour contrer tout ça. Ouais, mais il me reste plus grand chose pour contrer. C'est là le problème. C'est ça le problème. Et derrière, celui qui va accélérer victorieusement sera John Degenkolb. C'est lui qui s'impose ici devant Jesper Stuyven. Et Lutsenko fait podium. Marco Haller, Moscon, Nassen pour compléter comme ça ce groupe. Bon, derrière, du coup, j'ai même pas eu vraiment l'envie de faire sprinter mon Péchek. Allez, on va s'économiser. Péchek va aller sur Paris-Nice une semaine plus tard, donc on le verra dans cet épisode. Alors que par exemple, le Moscon Lutsenko prend la direction de l'Italie pour aller sur les Strade Bianche et sur Tirreno, bien sûr, dans la foulée. Donc, que dire ? C'est qu'on a échoué en fait. On a échoué très clairement à vouloir ménager deux stratégies. Finalement, il n'y en a aucune qui s'est avérée payante. Donc on peut quand même se demander après coup s'il n'aurait pas mieux valu jouer à fond la carte Péchek. Et tant pis pour l'illusion de victoire potentielle sur un petit groupe de Flandriens qui sort comme ça en costaud sur la fin. Voilà, donc c'est toujours l'éternel débat. Je vous disais, la question se reposera dans pas si longtemps que ça sur cette carrière. Alors, on passe ensuite à une course encore plus, elle est plus prestigieuse, très nettement. Pour moi, Strade Bianche, c'est au-dessus de Omloop, probablement, à l'heure actuelle. En termes de prestige, Van Der Poel est là. Thomas Pidcock, vainqueur de l'année précédente, est également là. On a un fort joli plateau avec Julien Alaphilippe, également présent. Et des formes du jour qui laissent éventuellement la possibilité de jouer un rôle. À 0, on n'est pas si mal. À 1, pour Lutsenko, on n'est pas mal non plus. On a bien compris, ça devrait quand même se jouer entre Moscon et Lutsenko pour le leadership de l'équipe ce jour-là. Et puis, il faut arriver à voir quel va être finalement le scénario de course qui va se dégager. Phase d'observation. On est encore loin, bien loin de l'arrivée. Phase de fatigue pour un grand nombre de coureurs. Phase également d'observation des éventuels problèmes rencontrés par l'un ou par l'autre. On peut aussi avoir la course qui se perd déjà maintenant, ici sur une cassure, sur une crevaison, etc. Le groupe ne va pas tarder à se réduire. Le peloton est encore assez groupé à ce stade-là, mais vous allez voir qu'à 60-70 bandes de l'arrivée, il y a déjà une grosse sélection qui va se faire. Bref, on est sur des Strade Bianche qui s'avèrent plutôt bien modélisés, grâce à ce variant qui avait été créé par des membres de la communauté et qui est un petit bijou. Donc, allez, on reste bien vigilant, on se place, on laisse les équipes essayer d'accélérer. Nous-mêmes, à des moments, on n'hésite pas à balancer un peu d'effort curseur parce que, voilà, vous voyez, moi, réduire le groupe si j'ai plusieurs mecs à l'avant, ça me va totalement. Il va se passer ici un truc étonnant. Regardez, je vais couper avec Moscon. Et en fait, Lutsenko va sortir avec Michael Gogel, va sortir de manière, je dirais, quasi involontaire. C'était juste pour essayer de se porter à l'avant.
finalement, on va comme ça essayer de profiter d'une cassure. Du coup, Gogol roule à fond. Dès que j'ai vu cette cassure, je me suis dit, oh là 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 là, les équipiers de Van Der Poel ne tenaient pas bien cette petite offensive discrète de Lutsenko et Michael Gogol. Du coup, pourquoi ne pas essayer de faire le jump, chose faite, jusqu'au groupe d'échappés. On aperçoit aussi Alberto Bettiol. Ah oui, il y a du bon Higuita aussi sur ce début de saison. Il est présent sur les Strade Bianche aussi. Julien Alaphilippe dans le groupe Moscon qui reste en embuscade. Quelque part, ça ne me dérange absolument pas d'envoyer comme ça Lutsenko pour tenter sa chance et de garder Moscon qui, pour moi, est quand même une chance supérieure de victoire ici dans le groupe des favoris. Donc c'est plutôt un scénario assez idéal. Gogol s'est écarté après avoir fait un énorme boulot qui a porté l'écart à un moment donné jusqu'à, une 40. Il y a eu un vrai écart à ce stade-là ici. Pourquoi ? Pour une raison qu'on retrouve très simple et très souvent dans PCM, c'est que vous avez à un moment donné les leaders qui, avant de décider de s'employer, comme c'est le cas ici, on aperçoit une accélération quand même assez terrible de Pidcock, de Van Der Poel et compagnie. Avant de décider de s'employer, il y a parfois le moyen de profiter de l'absence d'équipiers pour rouler pour le compte de ces leaders-là. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a peut-être des fois des trous qu'on peut creuser, il y a des courses qu'on peut essayer d'aller gagner comme ça, en ayant bien fait la différence à un moment donné, profitant non pas de l'apathie, ce serait un peu réducteur de dire ça, mais d'un moment un peu stratégique, c'est-à-dire de la course, c'est-à-dire que finalement, il n'y a plus personne pour rouler. Et ça, c'est quand même un phénomène qui est assez très réaliste dans le cyclisme. Il y a des moments où il y a comme ça, effectivement, personne ne veut rouler pour l'autre. Et puis, c'est sûr que si par contre les leaders se mettent à plonger comme ça dans la bataille, là par contre, il faut commencer à s'accrocher. Et c'est un peu ce qui se passe ici avec Gianni Moscon, puisque Thomas Pidcock, Alberto Bettiol, on aperçoit Van Avermaet, Kragh Andersen, se sont employés. Et c'est vrai que du coup, forcément, Lutsenko a été repris. Et même, regardez, totalement contré ici. Oh là là, que c'est dur, que c'est cruel de se faire ainsi torpiller au passage des tout meilleurs. Moscon aussi, mine de rien, a été dans l'incapacité de suivre Van Der Poel, mais c'est un Van Der Poel de gala, il est exceptionnel. Thomas Pidcock, Van Avermaet et Bettiol ont désormais 30 secondes d'avance. Là aussi, ils peuvent se regarder, ce qui est aussi légitime. Même si, moi je crois maintenant que dans la réalité, vous avez ces 4 mecs-là à l'avant. Van Der Poel, il est tellement généreux, peut-être même un peu trop, diront certains, voire Paris-Roubaix IRL 2021, qui vient un moment, à force de rouler pour distancer quelqu'un derrière ou pour finalement continuer à faire cette course et à être généreux comme ça dans l'effort, on peut se faire parfois déposer à la toute fin. Qu'en sera-t-il sur ces Strade Bianche ? Toujours est-il qu'ici, on a retrouvé un petit semblant d'énergie pour essayer de recoller à ce groupe, puisque forcément, après l'effort intense qu'ils ont produit, il y a eu un petit moment de relâchement. Attention, ça réattaque éventuellement, non. Van Der Poel est sorti. Est-ce que Pidcock va être capable comme ça de ramener les gens, ou est-ce que Van Der Poel va aller tout seul au bout ? On arrive dans le secteur crucial du Tolf, avec comme ça un fort pourcentage notamment. Et voilà, souvenez-vous, si je me note 2018, notamment, et bien d'autres, c'est quand même un endroit où les choses peuvent se jouer. Ici, le groupe de poursuivants est emmené par Van Avermaet. Moscon s'accroche, mais que c'est difficile, franchement, que c'est difficile. Ma seule, à ce moment-là, ma consolation, c'est le sponsor avait demandé un top 5. Le top 5 paraît acquis. Je pense. Je pense qu'on peut le dire. Donc le top 5 paraît acquis. Donc maintenant, allez, on peut essayer de rentrer sur Van Der Poel. C'est Bettiol avec Moscon calé dans la roue. Oui, on est repris. Van Der Poel est repris. Que va-t-il en être ? Maintenant, ça va être à Santa Caterina, là, un peu moins d'1 kilomètre sur les pavés de Sienne. Qui sont pas les pavés du Tour des Flandres, mais qui sont tout de même des pavés. Allez à Sienne et vous verrez la tronche des pavés. Ils sont pas non plus ridicules. Moi, en tout cas, j'y suis allé et il y a certaines rues dans Sienne, alors peut-être pas celle-là exactement, mais où j'aimerais pas rouler à vélo. Quand je vois la tête des pavés,
même si ce ne sont pas, encore une fois, les pavés du Tour des Flandres, hein, convenons-en. Lutsenko même revient. Allez, ça va être la lutte pour la victoire. Ici, qui est-ce qui va passer en tête sur la ligne, sur la Piazza del Campo? Moscon, totalement débordé par l'accélération fulgurante de Van Der Poel. Est-ce que Pidcock va revenir? Est-ce que Van Avermaet va gagner? Regardez, ça se joue sur la ligne. Alors ça, c'est vrai que IRL, vous aurez jamais 3 mecs sur la même ligne, sur l'arrivée, sur la Piazza del Campo, à Sienne. Hein. Mais par contre, ici, on l'a eu, et c'est passé franchement très très proche que Van Der Poel se fasse avoir. Ça n'a pas été le cas. Exceptionnel, Mathieu Van Der Poel. Je crois qu'on n'a pas fini sur cette année-là, 3e année en carrière avec Gazprom. Van Der Poel, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Petit spoiler, il va aller sur Paris-Nice. Ouais, le jeu ne respecte pas tellement l'usage dans le cyclisme, un petit peu plus qu'un usage, hein, c'est juste du réalisme. Qui est que si vous avez couru les Strade Bianche le samedi, vous n'êtes pas bien souvent au départ de Paris-Nice le dimanche, c'est-à-dire le lendemain, ne serait-ce que pour des raisons de logistique, c'est un peu compliqué, et du coup, en général, c'est plutôt du Tirreno dans la foulée, hein, pour les coureurs majeurs sur les Strade Bianche. Bon, bah, il n'en est rien. Van Der Poel va aller sur Paris-Nice. C'est une Strade Bianche vraiment bien difficile. Hein. Ça fait 2 années d'affilée qu'on est complètement dominé sur cette course-là. Exceptionnel comportement de Van Der Poel, de Pidcock. Il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. On passe justement à Paris-Nice. Ce variant, donc, je voudrais citer JP Le Cobra pour l'adaptation, Emmerich pour, on va dire, la conception de ce variant de Paris-Nice. Variant de Paris-Nice qui est très accidenté. Je vous l'ai proposé une fois déjà en vidéo, c'était sur PCM 20 et c'était avec le team DSM, me semble-t-il, autour de Jay Hindley, où on avait comme ça mené la bataille sur ce variant. Il est téléchargeable ici ou là, mais pourquoi se priver de faire mention de la DB Silene pour le coup, et saluer le travail des gens qui ont participé. Comme j'y ai très peu participé, je suis très très à l'aise pour les féliciter, puisque je vous atteste là que je ne me félicite pas au passage du tout. C'est leur travail, c'est pas le mien, mais ils ont mis cette course, elle en fait partie, comme bon nombre d'autres variants qu'on apprécie un petit peu dans la communauté et sur le Discord par exemple. Donc Paris-Nice avec également Péchec. Attention, notre sprinter est là et cette première étape est peut-être pour lui. Alors on essaie de le mettre dans les meilleures conditions. C'est parti. Il faut sprinter. Le polyvalent Novikov fait le boulot. Klimek également. Il me manque un petit peu un poisson pilote. Surtout qu'il y a un enchaînement de virages là comme ça sur la toute fin. C'est très très délicat. Péchec ici ne va pas s'imposer du tout. Et c'est Van Der Poel, exceptionnel Mathieu Van Der Poel, qui s'impose devant un très très joli parterre de sprinters. Van Der Poel est injouable. Le lendemain des Strade Bianche, il gagne comme ça l'étape 1 de Paris-Nice devant Merlier, coéquipier, Ackermann, Iwan, Sagan, Bennett et compagnie. Donc, il n'y a pas pour moi de déshonneur à perdre face à ce parterre-là de sprinters. Juste se dire qu'il va falloir progresser. Au passage, pour ceux qui pensaient qu'on pouvait viser la 15-20 de victoires, dont une dizaine en World Tour sur la saison avec Péchec, ça reste à prouver. Ça, c'était peut-être sur l'ancienne version du jeu, où le sprint était assez mal géré, mais étant donné qu'il est bien géré maintenant,
Je pense qu'on est très très loin d'avoir la certitude d'aller glaner autant de victoires. Il va plutôt falloir se satisfaire de quelques victoires bien choisies, ici ou là, avec Péchec, que j'alignerai sur quelques courses par étape, puis qui sera également sur le Tour de France, qui sera aussi sur Milan-San Remo, où je vais avoir la tentation de jouer pour lui, ce que je fais jamais quasiment, de jouer pour un sprinter, mais justement c'est pour proposer un petit peu autre chose. Voilà, à voir. Je promets rien, ça dépend des circonstances de course. Klimek, ici à la manœuvre, Péchec, plus ou moins sacrifié, c'est normal, hein, il y a une arrivée qui n'est absolument pas pour lui, puisqu'il y a un petit mur comme ça à l'arrivée. Mur égale plutôt essayer de se positionner avec Tadić, notre Serbe. Le petit Tadić a tout à fait les moyens d'aller comme ça clouer tout le monde à l'arrivée. Allez mon grand. Oui, mais voilà, le maillot jaune surgit avec son accélération du diable et va comme ça peut-être s'imposer. Oh là là, qui est-ce qui peut reprendre Van Der Poel ? En tout cas, on a essayé. On peut pas dire qu'on n'a pas essayé. Gazprom omniprésent sur la photo finish, mais pas pour la première place. Bon, voilà. C'est pas grave. On fait 2 avec Tadić. Décidément, Tadić tourne autour de la victoire sur ce début de saison, mais sans succès. Alaphilippe était bien présent aussi, vous l'avez vu, donc Strade Bianche et Paris-Nice dans la foulée aussi pour Julien Alaphilippe. Et honnêtement, ce parcours de Paris-Nice est un petit peu taillé sur mesure pour un puncher comme Alaphilippe. En tout cas, moi j'ai fait le choix d'y maintenir l'équipe que j'avais décidé, à savoir celle autour d'Attila Valter, avec Gal Kuk, le petit Slovène, avec le jeune russe prometteur Matvei Rodionov, qu'on va voir à l'œuvre. Mais c'est vrai qu'il est bien taillé pour le puncher qui sait rouler, parce qu'il y aura aussi un contre-la-montre à l'étape 4, ce Paris-Nice. Il est pas mal taillé pour ça. L'étape 3, donc quand on voit ici ce profil d'étape, ça fait presque froid dans le dos tellement elle s'annonce terrible cette étape. Et chose intéressante, donc il y a comme ça de très très forts pourcentages, alors qu'ils sont pas forcément toujours sur des longs moments, il n'y a pas de longues périodes avec des pourcentages au-dessus de 10%, mais il y a des passages qui font excessivement mal, et ce qui pour moi l'illustre le plus, même si l'étape est estampillée vallonnée, ce qui montre le plus que les notes de montagne, mine de rien, bon, la forme du jour aussi a un rôle, hein, son capital ici, c'est quand même le comportement de Tadić. Même si je crois qu'il faut aussi faire référence aux notes physiques aussi, pour la non-résistance de Tadić sur cette étape-là, alors qu'il avait à peu près tout en magasin pour résister, incapable de suivre les tout meilleurs. Regardez, comme ça, groupe de 22 coureurs qui se retrouvent alors même que la dernière longue difficulté n'est même pas passée. Le groupe est bien réduit, quarantaine de coureurs, et là on va bosser. On va bosser pour essayer de gagner du temps avec Attila Valter. C'est parti, Gal Kuk, qui se mue en équipier sur ce Paris-Nice. Gal Kuk, il aura ses petits moments de gloire. On n'est absolument pas en train d'enterrer le jeune Slovène, mais il faut quand même tenter de faire un rapproché au général ici, ou même peut-être une grosse opération. Sait-on jamais, aller Rodionov qui bosse pour Valter derrière, que c'est difficile pour certains. Ces up and down là, comme ça, sur cette étape 3, permettent éventuellement de faire de grosses différences. Le jeune Gaudu ainsi que Schachmann sont les seuls à suivre le gros boulot de Rodionov, qui a vraiment pour but de mettre comme ça ici, voilà, on le voit, Valter sur orbite. Allez, c'est parti mon grand, à toi de jouer. Il y a toute la meute derrière avec Julien Alaphilippe, avec Mathieu Van Der Poel notamment. Donc tous les requins qui cherchent à taper cette victoire d'étape là sont juste derrière Valter, que c'est dur.
que c'est dur. C'est de profiter comme ça de la descente, parce que Walter est un bon descendeur en vérité, pour effectuer une petite différence, mais regardez comme c'est difficile. À peine comme ça, la route remonte. Ouais, voilà. On s'est fait reprendre. On a été un peu court en fait sur cette étape-là, et du coup, arrivée promise au sprint. Pour qui est-ce qu'une arrivée pareille est faite? Dites-le moi. Qui est-ce qui peut gagner cette arrivée-là, sachant qu'il y a Van Der Poel dans le groupe? Écoutez, jamais 203, non? C'est comme ça qu'on dit. Jamais 203 pour Mathieu Van Der Poel, qui s'impose devant Alaphilippe, devant Walter, qui quand même au moins ramasse une petite bonif. Alors c'est pas mal parce que ça permet un peu de se positionner, parce qu'on sait bien que ce Paris-Nice, il peut se gagner totalement sans gagner la moindre étape, il n'y a aucun problème. Même si l'objectif sponsor, c'est une victoire d'étape, je me satisferais volontiers de mieux. S'il n'y a pas la victoire d'étape, c'est pas trop grave. En tout cas, ici, on voit que il sera bien difficile d'embêter Van Der Poel dès lors qu'on est sur son terrain, et d'embêter Alaphilippe aussi. Ce sera délicat. 3e place au général provisoire pour Attila Walter. Et ça, c'est quand même plutôt une bonne chose. Il se positionne, le bougre, avant d'amener les choses sur un terrain un peu plus montagneux. Et on est sur le contre-la-montre maintenant. 26 km 5 sur profil un peu vallonné. Ça se passe à Vienne. Et honnêtement, on teste dans un premier temps. 26 km 5, c'est pas mal. C'est plus long que ce qu'on voit parfois sur les Paris-Nice. Pour ce qui est du contre-la-montre, en tout cas, c'est plus long que ce qu'on a un peu ces dernières années, je dirais. Sur le contre-la-montre comme ça, qui est parfois l'étape 3, parfois l'étape 4. Le petit Novikov, franchement, il est en train de me conquérir celui-là. Je le trouve super intéressant. Dès lors qu'il a une belle forme du jour, ce jeune Novikov est vraiment épatant. Il s'empare ici d'un très bon temps intermédiaire. Derrière Stefan Kung quand même. Après les autres sont un petit peu plus là pour permettre de tester les ajustements de barre d'effort sur ce contre-la-montre. Galkuk également me sert de test avant le passage de Rodionov et surtout d'Attila Walter. Donc Rodionov, parlons-en. Rodionov, c'est un jeune comme ça qu'on a recruté. Il était en U23, ça veut dire qu'en gros, le jeune nous l'a fait apparaître à partir du moment où on avait donné naissance à notre équipe U23 la saison précédente. Et puis c'est vrai qu'il se développe pas mal. On est peut-être en face d'un très bon régène. Donc intéressant ce petit Rodionov. À suivre en tout cas. Dans mon esprit, il serait presque en train de détrôner Galkuk en termes d'espoir principal de l'équipe sur les courses par étapes. Et ce, principalement parce qu'en fait, il a des notes physiques qui sont déjà supérieures à celles de Galkuk, même si la note intrinsèque en montagne est encore inférieure. Mais avec le principe de forme du jour et l'impact des notes physiques, le petit Rodionov, en fait, s'avère plus performant et avec peut-être plus de potentiel d'ores et déjà, avant même d'avoir progressé, que ne peut l'avoir Galkuk. Allez, Rodionov en termine. Regardons son temps. Son temps n'est absolument pas ridicule, même s'il prend quand même une sauce à 1,37. Mais il faut voir qui est devant, en fait, parmi les concurrents du général. C'est ça qui compte. C'est pas tellement le fait de prendre une 37 face à Stefan Kung. Ça, on s'en fout. Même Rémi Cavagna ou même McNulty, à la limite. Walter fait un meilleur temps. C'est pas si mal que ça. Que va faire Julien Alaphilippe? Regardez, normalement, c'est aussi un terrain qui est pas si défavorable pour lui. Ouais, il fait un truc similaire un temps qui est assez similaire à celui de Walter. Quand, par exemple, Mathieu Van Der Poel, abandonne le maillot, peut-être, sur cette étape-là, tellement il a concédé du temps. C'était peut-être un petit peu trop long. Il est meilleur sur prologue que sur 26 bornes, en tout cas, dans ce contexte-là. Emmanuel Buchmann, maintenant, nouveau maillot jaune de ce Paris-Nice.
Walter est 4e, rien n'est perdu. Et là, c'est une étape très intéressante, bourg de péage, avec une arrivée à Apt. On se dirige lentement mais sûrement vers le sud. Et là, c'est une étape qui est assez taillée sur mesure pour nous. À voir un petit peu ce qu'on arrive à en faire. Mais je vous avoue qu'avec cette longue descente, ça me donne des idées. Quand je possède en Attila Walter un très bon descendeur, j'ai envie de faire quelque chose sur la toute fin de cette étape-là. Et donc, ça veut dire de mettre Walter dans les meilleures conditions pour être en mesure de, par exemple, s'échapper sur la dernière ascension. Et de terminer ensuite. En essayant, par contre, cette fois-ci, de ne pas partir de trop loin, comme ça avait été le cas sur l'étape 3, où on s'est avéré trop gourmand, je l'avoue. J'ai un petit peu préjugé des forces d'Attila Walter sur l'étape 3. Il va falloir essayer de jouer de manière un petit peu plus fine cette fois-ci. On est toujours avec des up and down, c'est ce qui, je trouve, caractérise le mieux ce variant de Paris-Nice. Regardez, voilà, on va côtoyer le 15%, et puis hop, derrière, hop, une petite descente, et puis après derrière, hop, ça va remonter. C'est assez casse-pattes, c'est même un enfer. Si je me projette sur un vélo, en voyant ces enchaînements-là, j'ai envie de pleurer, tellement ça a l'air difficile. Et d'ailleurs, la course est très sélective, puisque vous allez voir qu'on va pas tarder à avoir beaucoup de coureurs qui sont lâchés. Allez, encore une grosse descente avant, juste après, une courte difficulté qui précédera la lente mais sérieuse ascension vers le point culminant de cette étape. C'est parti, Alaphilippe a fait rouler pas mal. Les Ineos sont toujours présents. Ici, les pourcentages ne sont pas fabuleux, mais par contre, il y a une vraie fatigue générale dans le peloton, ce qui fait qu'en fait, on est de moins en moins nombreux ici. Grosse trentaine de coureurs. Rodionov rentre en action. Il va mettre Walter sur orbite. Je crois que c'est Adam Yates derrière qui s'accroche. Parce que dans cette partie, Simon Yates a signé chez DSM. Allez Walter, c'est pour toi mon grand. Rodionov a fait le boulot. Il est calé dans la roue de Yates. Et Walter, sur ses qualités de descendeur, a les moyens de faire un trou. En tout cas, c'est vraiment ce que je vise ici. Allez, voilà, la cassure va s'opérer dans très peu de temps, regardez. Voilà, on opère. Dès lors qu'on a réussi à opérer la petite cassure de 5-6 secondes, ensuite, il suffit de continuer à attaquer dans cette descente pour essayer de faire une belle différence. Et on pourra peut-être aller chercher cette étape qui nous manque et également gagner un temps très précieux au général. Allez, Attila Walter. Oh là 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 là, boum, la chute. Oh, le truc qui fait mal avec 79 de descente, quoi. Waouh, qui fait mal. On repart quand même, heureusement. Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu, mais l'étape en elle-même, elle est perdue, elle, par contre. Surtout que dans le groupe de devant, il y a tous les cadors et tous ceux qui sprintent très bien, par exemple. Au hasard, je pense à 2 coureurs assez emblématiques. On pense au même. Rodionov s'accroche pour rester dans le groupe. Walter essaye de boucher pendant ce temps-là le trou. Qui est-ce qui va s'imposer à votre avis? Mathieu Van Der Poel, et pas qu'un peu, va s'imposer très nettement sur cette étape 5. C'est quand même déjà sa 4e victoire d'étape sur Paris-Nice. Il a enchaîné 5 victoires en 6 jours d'affilée. Van Der Poel. Donc là, on est encore pire. Alors ça me fait rigoler. Je me souviens quand je faisais la partie avec Corando Alpecin, puis Alpecin Phoenix sur PCM 19, là, à l'époque. C'était il y a bien longtemps, mais je me souviens des fois, ouais, c'est irréaliste, Van Der Poel qui gagne tout. Ouais, franchement, c'est vrai, c'est irréaliste. Mais par contre, le jeu est quand même capable de vous le proposer aussi quand c'est pas vous qui jouez avec. Donc, impressionnant. Très impressionnant, ce Van Der Poel. Et du coup, forcément, gros éclat au général. 16e Walter, c'est fichu. On ne gagnera pas ce Paris-Nice pour le classement général. Tous les espoirs se reportent donc. Après cette chute hyper malheureuse, tous les espoirs se reportent sur
une victoire d'étape. Là, pour le coup, il faut que soit la 6, soit la 7, on arrive à en claquer une, parce que sur la 8, qui est une traditionnelle courte autour de Nice, avec voilà, tout ce qu'on connaît les dernières années sur la 8e étape de Paris-Nice. Donc elle est clairement pas pour nous, on n'a pas le punch pour aller la chercher. Donc il faut aller chercher soit la 6, soit la 7. Ça commence maintenant, et j'ai envoyé Cuc en échappée sur l'étape 6 ici. Donc grosse ambition, grosse motivation. Un petit peu la rage quand même d'être tombé la veille, je l'avoue. J'étais dégoûté. Après, bon, c'est pas parce qu'on est dégoûté et qu'on est malchanceux qu'il faut faire un rage quit, hein, comme on appelle ça. Ça le mérite pas. Hein. Ça fait partie aussi. Parce que je trouve que sur PCM, des fois, quand on se prend des grosses déceptions, la joie qu'on peut avoir plus tard n'en est que plus forte, en fait. Si on a souffert, on apprécie encore plus le bonheur suivant. Galcuc a une vraie chance, hein. Il peut s'imposer. Hein. Il faut résister aux hommes de s'échapper. Et Thomas de Ghent, par exemple. Ouais, mais est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui, au niveau grimpeur, nous fait très peur? Honnêtement, Galcuc, moi, je suis très très confiant. Hein. La seule chose qu'il faut, c'est que les idiots utiles de type Education First arrêtent de rouler comme ça et laissent plutôt la charge de la poursuite à la Bora Hansgrohe ou à tous ceux qui peuvent être intéressés et concernés par une victoire d'étape. Après, il y a toujours des intérêts pour rouler, bien sûr, mais dommage d'avoir comme ça le sacrifice de certaines équipes qui finalement aident énormément d'autres. Allez, c'est parti. Galcuc est désormais seul à l'avant de ce course, 25 km. Il a lâché ses 2 derniers compagnons d'échappée et il faut écrire l'histoire. Il faut écrire l'histoire de ce Paris-Nice. Galcuc doit gérer son effort, parvenir jusqu'aux dernières difficultés, descendre convenablement tout en conservant de l'avance, mais en récupérant de la base, de la barre plutôt, et puis aborder cette dernière ascension qui, mine de rien, n'est pas ridicule. Hein, donc, elle est belle cette étape, je trouve. Elle est très très joliment dessinée. Cuc tout seul à l'avant, 45 secondes sur le poursuivant immédiat, c'est bon, ça c'est dans la poche, il n'y a pas de problème. Le souci viendrait plutôt d'un éventuel retour des favoris. Voilà, c'est juste ça que j'imagine. Donc, on essaie de gérer notre effort. Cuc n'est pas forcément le meilleur des descendeurs du peloton. Hein. Il est arrivé comme ça, ce Régène. Hein. On prend les choses comme elles sont, espérant qu'il puisse résister un petit peu à ce retour. Cette fois-ci, c'est plutôt du Mas. Ineos Grenadier également. On aperçoit Bourgman. Ouais, et Carapace, c'est pour ça qu'ils bossent en fait. Carapace et Yates, hein, qui peuvent être concernés aussi par la victoire d'étape. Allez. Cuc, vous voyez, perd un peu de terrain, mais ça ne m'affecte pas trop. Du moment qu'il garde la minute ou la minute 20, après on peut avoir un scénario très très favorable. Benoît qui roule, avec Henrik Mas également qui relance. Ici, pas forcément très favorable ça par contre. J'aurais préféré qu'il y ait une relative apathie, mais on sait que dans ces circonstances-là, sur PCM, c'est pas le cas. 5 km maintenant, avant le sommet, en tout cas avant la ligne d'arrivée. Les échappés, regardez, intercalés entre les favoris et Galcuc, vont être repris ici, voire même être avalés. De très jolis pourcentages à ce moment-là. Et je vois Cuc, oh là 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 là, on va se faire reprendre. Oh, le crève-cœur de base. C'est vraiment terrible. Hein. Ascenseur émotionnel là, sur ce Paris-Nice. Je me voyais déjà en train de lever les bras avec le jeune Slovène pour une victoire qui honnêtement nous sauvait notre Paris-Nice. Et voilà, ça y est, il est avalé. Alors du coup, on tente quelque chose avec Attila Walter. Et oui, Attila Walter qui sort de sa boîte, le Hongrois, va... Oui, c'est bon, à ce moment-là, on peut déjà savourer, lever les bras. Et devancer Julien Alaphilippe, Adam Yates sur la ligne. Jolie perf, encore une fois, de Rodionov. Rodionov, c'est le mec dont personne parle, qui passe totalement inaperçu, mais qui continue à être placé au général. Après cette étape 6, vous allez voir que, mine de rien,
il s'accroche le bougre. Walter donc s'impose. Ouais, ascenseur émotionnel parce que, alors, tu y crois, tu tombes. Oh là là, le drame. Le général, tu l'oublies parce qu'en fait, t'as pris un éclat à cause de la chute. Derrière, t'essayes de gagner l'étape. Patatras, on se fait reprendre. Et finalement, quand même, Walter arrive comme ça à s'imposer. Bon, bah déjà, ce Paris-Nice est une réussite puisque l'objectif du sponsor a été rempli. Ça a été vraiment difficile. Rodionov, 6e. Mais voilà, il va falloir essayer de jouer maintenant pour protéger le général de Rodionov, qui sait peut-être pour essayer de l'améliorer. Yafwan, que j'ai taxé d'idiot utile tout à l'heure, bah oui, évidemment, roule pour Hugh Carthy, hein, mais bon, toujours pareil, c'est l'éternel débat. Est-ce qu'une équipe qui joue le top 5, voire même je sais pas, une 6e, une 7e place, est-ce qu'il est acceptable quand on est dans l'adversité? Est-ce qu'on a vraiment envie, quand on a un mec échappé, de voir cette équipe-là rouler sur vous, alors qu'on aimerait que ce soit plutôt l'équipe du leader qui se fatigue, ou alors l'équipe de gros favoris, mais pas l'équipe de Hugh Carthy, qui est absolument pas promis à la victoire ici. Voilà, c'est toujours pareil, c'est pour ça que je râlais un petit peu, mais ça se fait avec le sourire, je vous rassure. Rien n'est grave. Rien n'est grave. L'arrivée de cette étape 7 est au col de Vence. Et je sais qu'Emeric, quand il a construit cette carte, quand il a conçu, plutôt, pour être précis, a fait ça en mémoire d'une fabuleuse étape. Alors là, c'était sur PCM 18, où on avait un Paris-Nice, je sais plus si c'était Paris-Nice 2014, je crois, ou un Paris-Nice 2010. J'hésite entre les deux. Mais où il y a comme ça une étape somptueuse sur laquelle Tige Benoît avec l'Auto Soudal à ce moment-là, je parle dans la partie bien sûr pas IRL, avait comme ça aligné un petit numéro pour aller chercher un Paris-Nice, avec une étape qui n'était pas arrivée au col de Vence, mais qui était arrivée juste après, mais en tout cas avec un passage au col de Vence qui était assez pittoresque. Voilà. Julien Lafilippe a des fourmis dans les jambes sur cette étape-là. Écoutons, il faut laisser le garçon s'épuiser à la limite, pourquoi pas, puisque il est dangereux pour le général. Alaphilippe est vraiment dangereux pour le général. Nous, si on peut gagner un petit peu du temps et améliorer le classement de Rodionov, on va pas s'en priver, voire même faire coup double pour la victoire d'étape avec Walter, on sait jamais. Mais ce qui est certain, c'est que ce col de Vence, donc très bon souvenir, est un endroit qui n'est pas si difficile que ça en fait. C'est pas comparable à je sais pas moi, la Colmiane, ou ce qu'on a pu voir, voilà, comme ça les dernières années sur Paris-Nice en tant qu'étape dite de montagne. En tout cas, c'est celle qui comportait la plus grande difficulté, on va dire, au niveau des ascensions. On a eu le Turini aussi, je crois, récemment. En tout cas, voilà, ces cols-là sont plus difficiles que le col de Vence. Et bon, là, je peux en parler concrètement parce que je les ai faits, donc c'est un petit peu, encore un peu mieux que quand je parle de choses que je n'ai pas faites. Et col de Vence, ça n'est pas bien difficile. Et Julien Alaphilippe, dans ce contexte-là, peut être considéré comme un immense favori, en vérité, de ce Paris-Nice, à ce stade. Et vous voyez que, d'ailleurs, il attaque. L'échappée a peut-être du souci à se faire en voyant Julien Alaphilippe partir. Décidément, il avait fourmi dans les jambes sur cette étape-là. C'est vraiment très très violent. La forme d'Alaphilippe. Nous, on essaye d'y aller en colonne avec le travail de Cuc qui devra ensuite... Oh là là, Alaphilippe a complètement déposé les échappées. Il va ensuite laisser Rodionov comme ça faire le boulot. Walter, je protège en fait, parce que Rodionov, je vois qu'il y a un coup à faire. Il peut gagner du temps. Il peut gagner vachement de temps. J'ai en fait, pour être très franc, sacrifié un petit peu Walter sur celle-là, parce qu'on avait déjà gagné une étape, pour essayer de sauvegarder un général le meilleur possible pour Rodionov. Alaphilippe en profite pour s'imposer comme ça ici au sommet. Mais c'est... ouais, c'était vraiment une étape qui va faire beaucoup de décisions sur ce Paris-Nice.
puisqu'on va se retrouver avec des écarts modifiés et peut-être même la perte du maillot jaune pour Emmanuel Buchmann sur cette étape-là. Martinez ne fait pas non plus forcément une très très bonne affaire. Carapace, alors là par contre, vous voyez, c'est le genre de truc que je comprends pas trop. À mon avis, il n'est pas sous forme du jour. Il n'est pas sous pic de forme, Carapace. C'est certain, parce que Carapace sous pic de forme, il explose pas là-dedans. Au contraire. Mais bon, voilà. Donc, peut-être que Carapace est programmé pour la Catalogne, ou peut-être il est programmé pour le Tour du Pays Basque sur son premier pic. Donc c'est peut-être ça, je suis pas allé voir. J'arrête de fouiller à un moment donné. Quand je vois que le jeu après se comporte bien, j'arrête d'utiliser PCMCE pour aller regarder comme ça les programmes des équipes, etc. C'est bon au bout d'un moment. Et oui, deuxième place au général pour Rodionov. Je vous l'avais dit, discrètement mais sûrement, le jeune russe, après un bon tour UAE d'ailleurs, dans l'épisode précédent, le jeune russe Rodionov commence à faire parler de lui. Et bon, certes, c'est malchanceux pour Walter. Walter qui était probablement le meilleur, en tout cas un des 3 hommes forts de ce Paris-Nice, qui chute assez malheureusement, mais sinon il y avait vraiment moyen de le remporter, le Paris-Nice. Pour Walter, coup du sort, ça arrive. On peut pas être toujours du bon côté de la pièce. Et puis voilà, on va essayer maintenant de sauvegarder ce classement pour Rodionov, qui n'a pas une forme du jour exceptionnelle en cette 8e étape. On peut pas être tout le temps bien servi, ça aussi c'est pareil. Et elle est pas bien difficile, faut quand même l'avouer. Étape 8, pas bien difficile. On aura du mal à avoir une vraie décision en fait entre favoris. Ça va être ça pue le statu quo à plein nez au niveau du classement général. C'est pour ça que je m'affole pas. J'essaie de le stabiliser, Rodionov, dans le bon groupe. Devant, l'échappée a vraiment pour le coup, elle a un espoir de victoire certain, avec un petit peu plus d'1 minute et une 30aine de kilomètres. Vous allez voir qu'en plus, cette avance va grandir, puisque elle va se monter ici à une 20aine de kilomètres de l'arrivée. Elle va monter à 2 minutes. Ça commence à sentir très très bon pour les échappées. Échappées je vais aller vous montrer quels sont les principaux coureurs de l'échappée. Là, on voit ceux qui sont lâchés. Et devant, c'est Champoussin et Aranburu. Aranburu, c'est aussi un transfert dans la partie assez tôt, et chez Arkea Samsic. Champoussin, Aranburu sont les 2 protagonistes de la victoire d'étape de ce jour. 12 km, 3 minutes. Donc oui, c'est bien entre les deux là que ça va se jouer. C'est pas mal au final qu'il y ait une victoire d'étape qui revienne pour l'échappée. On avait vu un peu que les favoris s'expliquaient jusque-là, donc c'est pas si mal. Moi, j'avais aucun vraiment espoir et puis pas vraiment intérêt à aller jouer quoi que ce soit d'autre que la stabilisation dans le groupe de favoris, dans le groupe Alaphilippe. Walter, ici, chargé d'emmener Rodionov jusqu'à la ligne en sécurité. C'est Clément Champoussin comme ça qui va s'imposer sur la toute fin. Il a fait la loi face à Aranburu. Et derrière, on va quand même sprinter pour le plaisir. Attila Walter vient comme ça sur la ligne faire 4e derrière Soler, devant Gaudu, etc. Rodionov a donc réussi à préserver sa 2e place sur ce Paris-Nice, et très joli numéro pour Champoussin, qui a réussi à se débarrasser d'Aranburu, a priori meilleur au sprint, mais voilà, Champoussin a dû placer une attaque au bon moment. Voilà, donc pour ce Paris-Nice remporté par Julien Alaphilippe. On va voir le classement juste après. C'est le classement de l'étape. Voilà le bouquet pour Champoussin. Et donc, au général, Alaphilippe s'impose. Rodionov, Buchmann, Hugh Carcy, quand même un top 5. Allez, je ne vais pas le critiquer trop. Dan Martinez fait 5e. Et finalement, Walter termine 8, malgré ses déboires. Donc, ça laissera des petits regrets, mais à vrai dire, la saison de Walter, je la jugerai sur le Giro, en fait. C'est tout ce qui m'intéresse, c'est le Giro. Donc à partir de là, même cette péripétie sur Paris-Nice n'est pas bien grave. Classement, c'est rigolo, regardez, 1 seconde d'écart pour le classement par équipe. C'est dommage, on aurait pu gagner de l'argent
supplémentaire. Pourquoi de l'argent? Parce qu'en fait, c'est quand même un peu le nerf de la guerre avec cette équipe, parce que on est à plus 600 000 et quelques, mais attention, hein, ça consomme. Hein. Je paye du staff, je paye des jeunes. On a comme ça quelques petites exigences particulières, et puis il faut faire gaffe aux thunes. Mais normalement, avec ce petit matelas, ça se passera bien. Et voilà, je vous donne rendez-vous prochainement pour le Tirreno Adriatico, qui aura été assez rythmé, lui aussi, sur un bon petit variant de derrière les fagots. Et puis après, on ira du côté de Milan, San Remo, etc. etc. Je souhaite un très bon week-end à tous. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Elles vont faire du bien, n'est-ce pas? À plus.